Jan Borret, je suis le bouwmeester de la ville. C'est une fonction assez spécifique qu'on ne peut pas vraiment traduire. Ce n'est pas l'architecte en chef, ce n'est pas l'urbaniste en chef, je ne suis pas le chef d'administration ou quelque chose comme ça. On l'a traduit parce que maintenant à Bruxelles, il y a un bouwmeester aussi, mais on l'a traduit d'une manière très bizarre de maître architecte. Un bouwmeester, c'est une fonction indépendante, une fonction de conseil dans la ville. Et le bouwmeester, il veille sur la qualité de tous les projets spatiaux dans la ville. Donc pas seulement l'architecture, mais aussi l'urbanisme, etc. Pas seulement l'architecture qui est commissionnée par la ville elle-même, mais aussi tous les projets d'architecture sur le territoire de la ville. Par exemple, dans l'approbation des permis de bâtir, il y a toujours un avis, pour les projets importants, un avis sur la qualité par la bouwmeester. Donc le bouwmeester, c'est aussi une fonction par mandat. Maintenant, mon deuxième et dernier mandat de 5 années. Donc c'est vraiment une fonction qui est ciblée sur la qualité de l'espace. Je vais vous donner une introduction dans l'évolution de l'urbanisme, de la politique d'urbanisme à Anvers pendant les 20 dernières années, car je pense que c'est dans ces 20 dernières années qu'il a eu vraiment une renaissance de la ville. Anvers, c'est une ville de taille moyenne, 500 000 habitants, 200 km². Le port il est assez grand à Anvers, il couvre la moitié de la surface de la ville. Et en même temps, il n'est pas très visible dans la ville. Donc le port s'est toujours déménagé en aval du fleuve, vers la mer, vers l'Hollande. Il n'y avait pas de frontière entre la Belgique et l'Hollande. Le port serait allé encore plus loin vers la mer. Et là, il y a une sorte de blocage de notre collègue, du concurrent de Rotterdam. Donc le port est le deuxième port important de l'Europe, le 5e port du monde. De l'autre côté, je pense qu'Anvers est vraiment une ville secondaire, non pas une ville de premier rang. Ce n'est pas la capitale de la Belgique, ce n'est pas la capitale de Flandre, c'est une ville moyenne, une ville secondaire, mais on se sent bien à l'aise comme ça. Si on compare Anvers avec Bruxelles, on n'a pas ce poids lourd des institutions, des institutions gouvernementales, etc. On se pense à Anvers plus ouverte, plus dynamique, plus libre que les capitales et les villes de premier rang en Europe. On se sent plutôt Barcelone que Madrid. Je pense que ça explique. Une deuxième manière de situer Anvers un peu, c'est dans le territoire bâti de la Flandre. Dans la Flandre, on a eu toujours un territoire bâti un peu partout. Il y a toujours, à partir du Moyen-Âge, il y a toujours été une sorte de réseau assez dense, de petites villes, de nucléaires urbains, etc. Depuis la deuxième partie du XXe siècle, on a eu un sprawl immense, donc une croissance du pavillonnaire résidentiel un peu partout. Et c'est ainsi que maintenant, les grandes villes en Flandre, comme ici, Anvers, à Bruxelles, Louvain ou Gand, ce ne sont pas des villes à part dans la campagne, dans la nature libre. Il n'y a que 40-50 km moyennement entre les villes. Ce sont plutôt maintenant des villes dont la ville diffuse une ville homogène qui est la Flandre. Ce sont plutôt des points d'intensité dans ce tapis urbanisé un peu partout. Pour nous, les urbanistes et les architectes, Anvers, c'est une ville sur le fleuve, sur l'Escaut.
Néanmoins, quand on regarde la ville de première vue, on reconnaît cette morphologie traditionnelle de la ville européenne, une morphologie radioconcentrique. Il y a le noyau du XVIe siècle, avec la cathédrale, etc. Il y a la première ceinture d'expansion de la ville entre les vestiges du XVIe et les fortifications du XIXe. C'est la ville du XIXe siècle. Puis il y a les deux ceintures, la Lane de boulevard urbain, le ring, c'est un peu la périphérique d'autoroute autour d'Anvers. Et puis il y a les chaussées qui font la liaison entre la ville et les faubourgs, etc. Et la frontière ou le territoire d'Anvers, le territoire administratif de la ville, s'étend de jusque-là, plus ou moins. Mais bien sûr, ce plan stéréotype radioconcentrique est dispersé, il y a une sorte de distorsion à cause du fleuve. Il y a le port dans le nord, ici le port du 19e, mais auparavant le port était ici, sur les quais, au front de la ville. En 19e, on a littéralement coupé une partie de la ville pour rendre les quais plus droits et plus pratiques. Il y avait aussi des parties de port en dessous de la ville. Ça, c'est une distorsion. L'autre distorsion est bien sûr qu'il y a une rive gauche qui est tout à fait différente, qui date des années 30 et qui se base sur un plan moderniste avec beaucoup de tours qui donnent l'impression d'être une ville nouvelle ou des HLM, etc. Mais ce n'est pas ça. Il y a là vraiment une combinaison entre les tours et puis un tissu assez bas de maisons individuelles, de classe moyenne. Ce n'est pas une partie problématique de la ville. C'est bien agréable de vivre là. Ce n'est pas vivre d'une manière urbaine. Donc il y a une sorte de snobisme, je crois, entre les frères anversois qui vivent ici et les gens au-dessus de l'eau. Je pense que maintenant, à Anvers, on a une sorte d'approche anversoise de faire l'urbanisme. On a une certaine reconnaissance pour ça. Il y a eu quelques années passées un projet urbain mené par Ariel Amos-Bungi, ici à Anvers. Mais surtout, aux Pays-Bas, maintenant, il y a beaucoup d'intérêt pour ce qui se passe à Anvers. C'est assez facile à expliquer car avec les Pays-Bas, c'est vraiment le contraire. Dans les Pays-Bas, il y a les grands développements, les grands promoteurs, la rénovation de quartiers entiers à grande échelle qui s'est implodée maintenant par la crise immobilière. Tandis qu'à Anvers ou en Belgique, on ne connaît pas cette grande échelle. On a toujours travaillé d'une manière plus modeste, plus incrémentaliste, petit à petit. Mais le résultat maintenant est qu'il n'y a pas d'implosion tellement importante et que le marché continue à évoluer, à se développer. C'est pour ça que, bien sûr, dans les Pays-Bas, on pense qu'ici, il y a des méthodes qui seraient très utiles pour leur état de crise maintenant. L'approche anversoise, je veux commencer par un contre-image. Dans les années 60-70, l'aménagement du territoire traditionnel à Anvers, en Belgique, en Europe, c'était par moyen des plans d'occupation des sols. L'urbanisme, c'est quelque chose de deux-dimensionnel. Il n'y a que des couleurs, il n'y a que des fonctions. Le rouge, c'est l'habitat, mais si c'est des tours, des pavillonnaires, des habitations de qualité, un tissu de qualité ou pas, il n'y avait pas de question de traiter cela dans l'urbanisme de cette époque-là. À Anvers, comme partout en Europe, on a vu pousser une autre approche de l'urbanisme qui est plus trois-dimensionnelle, qui est plus architecturale,
qui donne de l'importance à une expérience concrète de l'espace. C'est ce qu'on appelle en néerlandais le Stadsontwerp, le projet urbain en français, l'Urban Design Project en anglais. À Anvers, cette nouvelle approche de l'urbanisme, elle a commencé avec un concours international. Un concours international de 89 qui s'appelait Stad aan de Stroom, vue sur le fleuve. Un concours qui était organisé non pas par la ville, non pas par les élus, mais par la société civile, vraiment bottom-up. Des professeurs de l'école de l'architecture ici à Anvers, des praticiens dans l'architecture, des citoyens engagés qui ont organisé ce concours très important international, important car il a attiré beaucoup de personnalités bien reconnues. On avait des propositions de Rem Koolhaas, de Yves Dion, ici à gauche, Toyo Ito, architecte japonais, où là, les gens de Barcelone, dans cette époque-là, vraiment une ville phare pour l'aménagement de l'espace public, un projet ici pour les quais de Beth-Gani. Et après ce concours très prestigieux, il ne s'est passé rien. Quelques années plus tard, et ça c'est un deuxième point tournant dans la politique spéciale, pas spéciale de la ville, la politique de l'urbanisme, où il y avait la possibilité d'avoir beaucoup de subventions. Donc des subsides au niveau de l'Europe, de Belgique et de la Flandre pour la rénovation urbaine. Et c'est à ce moment-là que les élus ont compris que s'ils voudraient profiter de l'opportunité de ces subsides, il faudrait venir avec quelque chose de nouveau, quelque chose d'inspirant. Et c'est ainsi que les idées, l'argent et les élus se sont trouvés. Et c'est à partir de ce moment-là que le ballon, où toutes les choses ont commencé à rouler. Et je vais vous montrer 3 projets qui datent de cette époque-là. Des projets qui sont réalisés maintenant et qui sont tous commencés comme des projets sociaux plutôt que des projets spatiaux, c'est-à-dire plutôt de l'amélioration des conditions sociales dans un quartier, plutôt que des projets qui sont ciblés sur la qualité de l'espace, la qualité architecturale et urbanistique, comme c'est maintenant le standard à Anvers. D'abord, le quartier de la gare, donc vraiment au centre-ville, une gare fantastique. Je ne sais pas si vous êtes venu en train, oui, en gare, oui. Car on a rénové la gare pour y mettre un arrêt pour la ligne TGV, donc on a construit un nouveau tunnel en dessous d'Anvers, et la gare a été redoublée avec des perrons, des plateformes en sous-sol, mais toujours en faisant entrer la lumière naturelle jusque tout en bas. Un projet, une gare très magnifique du 19e, une rénovation au même niveau, mais puis à 100 mètres de là, dans cette époque-là, vraiment les tissus urbains ont déclin, des cancers urbains un peu partout. Là-bas, il y avait un grand siège de concessionnaire automobile, Permeke, tout à fait abandonné pour des années. Et puis la ville a fait ce qui est maintenant un procédé classique. Elle a acheté les bâtiments, elle a les remplacés par la nouvelle bibliothèque centrale de la ville. Donc le procédé classique, c'était un quartier qui était un peu no-go. Le quartier était en train de disparaître, de glisser sur la carte mentale des Anversois. En y localisant la bibliothèque centrale, tous les gens qui voulaient emprunter un livre étaient forcés d'y aller. Et ainsi, graduellement, on a reconquis ce quartier de la ville.
Maintenant, c'est toujours un quartier un peu problématique. Je pense que c'est normal. C'est un quartier de la gare. Ça devrait être peut-être toujours un peu comme ça. Mais ce n'est plus un quartier qui est abandonné totalement par les Anversois. Deuxième exemple, ici, dans le nord de la ville, les quartiers des marins, c'est juste à côté du port du 19e. Quand les bateaux sont dans le port, ce quartier, c'est le quartier où les marins vont, ça veut dire c'est le quartier traditionnel de la prostitution à Anvers. À cette époque-là, fin des années 90, il y avait beaucoup d'endroits de prostitution, dans les fenêtres, mais aussi il y avait beaucoup du marché noir russe. Dans cette époque-là, on pouvait y acheter des Rolex faux, beaucoup, mais aussi des Kalachnikov vrais. Donc, on avait vraiment un problème. Donc, la ville a décidé d'intervenir et de repousser le marché noir. Il n'est plus ici, il n'est plus à Anvers, bien sûr, il ne s'est pas évanoui, il est maintenant autre part, mais pas chez nous, d'être repoussé. Et deuxièmement, la ville a décidé d'accepter la prostitution comme une partie intégrante de la vie urbaine, à trois conditions. La condition que la prostitution devrait devenir plus saine, plus juste, de justice, et plus de qualité. Donc, les quartiers étaient comme ça, des maisons de prostitution, la prostitution sur le rez-de-chaussée, et puis il n'y a plus personne qui habitait là, bien sûr, seulement des hommes dans les rues, des parcelles vides. Maintenant, le même endroit, c'est ça. Donc, on a fait un réaménagement des trois rues qui sont là, qui forment le quartier de prostitution. On a beaucoup investi, ce sont maintenant des rues piétonnières. On a donné des subventions pour la réqualification des maisons, pour la rénovation des bâtiments. Et par exemple, ici, sur la parcelle vide, la ville a construit une maison de santé pour les prostituées. Donc une maison de santé municipale. Pour moi, ça montre très clair la cohésion qui existe maintenant toujours encore entre la politique sociale de la ville et la politique spatiale de la ville. Donc il y a vraiment une sorte, ils vont de pair. Spécialement car ce petit bâtiment, c'était le premier d'une nouvelle génération de concours d'architecture à Anvers. Donc c'est le premier, et pour moi c'est bien symbolique que c'est le premier, car ça montre qu'à Anvers, on organise beaucoup de concours d'architecture. C'est une des tâches centrales de la Bauminister d'organiser les concours. Mais on organise des concours non seulement pour les belles choses, les musées, les espaces publics prestigieux, etc., mais aussi pour les fonctions très normales ou presque utilitaires de la ville, comme un centre de santé pour les prostituées, les crèches, les écoles. Mais par exemple, on organise aussi ici en Anvers des concours d'architecture pour les dépôts, pour les services d'entretien des parcs, ou pour les déchetteries. Tout ce genre de choses, on y a les mêmes ambitions de livrer une architecture de qualité. Troisième exemple, c'est assez grand, c'est une autre échelle. C'est aussi dans le nord de la ville. Dans la ceinture du 19e, il y a les parties populaires pauvres qui sont dans le nord, et les parties riches, plus bourgeoises, qui sont dans le sud. Ici, c'est la morphologie un peu haussmannienne à la versoise, et là-bas, ce sont des quartiers de spéculation immobilière très
de pauvre qualité. Alors là, il y avait un grand gare de triage. C'était comme ça, un gare de triage désaffecté, des chemins de fer, hors usage depuis des années, mais peu connu dans le quartier, car il y avait un grand mur autour de cet emplacement, une sorte de trou noir dans la ville. Et puis, la ville a négocié, discuté, s'est battue avec la société de chemin de fer pour un compromis, car le chemin de fer voulait développer tout le terrain comme zone industrielle. Et puis on a décidé d'en faire un parc de 18 hectares pour cette partie-ci, et de concentrer le développement immobilier au bout, dans des tours, etc., un tissu très fréquent de 200 000 mètres carrés. On a bien sûr organisé un concours international. Les architectes italiens, Bernardo Secchi et Paola Vigano, qui ont gagné et qui ont dessiné un parc très ouvert, un parc qui respecte toujours encore les grandes perspectives qui existent là. C'est un parc qui se trouve ainsi entre les deux quartiers populaires les plus denses d'Anvers. C'était comme ça, et depuis l'ouverture en 2008-2009, c'est comme ça. C'est très intensivement utilisé, d'une manière que ça pose un problème maintenant, pour le maintien des pelouses, etc. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un parc qui vraiment fonctionne à deux niveaux. Pour les quartiers des alentours, c'est un jardin. Car là, il y a beaucoup de maisons sans jardin. Donc les gens qui vont d'une manière journalière. C'est vraiment très populaire et très branché d'y aller pendant les week-ends, d'avoir un rendez-vous avec des amis et de se voir là. Donc ce genre de, vous connaissez, logo au niveau de la ville. Ça fonctionne d'une manière très belle ici. En 2003, on était à Anvers, bien content de vos projets, mais en même temps, on se réalisait qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à juste faire des projets, etc. Il y avait, à ce moment-là, il y avait des projets un peu partout dans la ville. Il y avait un risque que les projets devenaient des concurrents internes. 10 000 ou 20 000 mètres carrés de bureaux là, 50 000 mètres carrés de bureaux là. Il y avait un risque qu'on se finissait avec des demi-projets un peu partout, au lieu de projets qualitatifs. Il se manquait aussi une sorte de cohérence entre les projets. C'est quoi les projets, ils servent à quoi au niveau de la ville entière? C'est quoi le but de faire un projet là au niveau de la ville, d'une vision globale pour la ville entière? Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé à Anvers de faire un nouveau structure plane. Une structure plane, toutes les villes en Belgique vont faire une structure plane. C'est un peu un schéma directeur pour la ville. La structure plane exprime la vision globale pour le développement de la ville au long de 10 ou 15 années. Je voudrais vous faire remarquer quelques autres aspects. Donc, après l'approbation du structure plane en 2006, à Anvers, on a aussi commencé une campagne de communication, une campagne d'image, en fait, de marketing, qui visait de renforcer une sorte de fierté, de citoyenneté anversoise. Les Anversois, ils étaient assez critiques, etc. Et le but était de renforcer ou d'installer une sorte de sentiment au niveau de la ville entière, qu'on faisait partie d'une grande ville
tous ensemble. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a inventé le nouveau logo de la ville, la A heureuse et fière, etc. Et en fait, c'est la même ambition qui est exprimée par cette campagne de communication qui se trouve aussi dans la structure plan, de considérer les territoires de la ville comme un territoire unifié, non pas fragmenté, non pas opposé, mais un territoire unifié. Deuxième aspect, après l'approbation du structure plan, on a décidé de réorganiser la structure des départements des services de la ville. Donc maintenant, ils sont structurés dans des piliers qui ressemblent à la structure plan. Donc la structure spatiale de la ville se reflète dans l'organisation des différents départements de la ville. Cela garantit que la vision de structure plan est vraiment vivante dans la gestion de l'urbanisme de la ville. Troisièmement, on met l'argent où on a décidé de mettre l'argent. Donc il y a une sorte de cohérence entre les investissements par la ville même, car à droite, vous voyez une carte où sont indiquées les parties de la ville où les investissements par la ville même, donc le budget de la ville, non pas les investissements privés, sont concentrés. Et vous voyez bien sûr qu'il y a une sorte de ressemblance entre cette carte-là et la vision globale de structure plan, avec les espaces stratégiques qui sont colorés ici. Donc c'est la preuve que la réalité suit la vision. Et c'est ça que je trouve qui est pour le moment assez fort à Anvers aussi. Il y a une certaine... on prend le structure plan au sérieux et on garantit qu'il y a une sorte de navette entre l'échelle du projet, des projets concrets, l'aménagement d'espaces publics, de nouveaux bâtiments, etc., et de structure plan. L'espace primordial de structure plan se trouve ici. Eh bien, c'est dans ces espaces qu'on a mis le MAS, le nouveau musée. Si on va construire à Anvers un nouveau stade de football, ce sera là, c'est toujours ici que se sont concentrés les investissements importants. Je vais vous montrer maintenant un ou deux projets qui se trouvent dans cet espace primordial de structure plan. D'abord, c'est le N, c'est tout à fait à côté ici. Ça s'appelle, c'est vraiment le port du 19e qui se trouve entre le centre-ville et le vrai port maintenant, le port d'Anvers. C'est une sorte de charnière entre ces deux territoires. C'était comme ça, années 80. Ça s'appelle Erlange. Erlange, ça veut dire petite île. Un quartier hors usage qui était en train d'attendre une nouvelle vocation. Il y avait le concours Stad aan de Stroom, dont je vous ai raconté, avec ici les premières idées par Manuel de Sola Morales de faire une sorte d'axe culturel entre l'Erlange et le centre-ville. Bien sûr aussi, envisageant une liaison très visible et très claire entre les deux quartiers de la ville. Ces idées fondamentaux de 89 ont été traduites par mon prédécesseur René Daniels dans un master plan entier pour l'Erlange. Vous reconnaissez toujours encore cet axe qui traverse le bassin ici, où maintenant on a construit le MAS. Le MAS qui fait une sorte de trait d'union entre ces deux quartiers. Le MAS est un bâtiment important, bien sûr, en architecture. C'est un architecte hollandais, Neutelings Riedeck, qui l'a dessiné. Un architecte hollandais, mais qui habite à Anvers.
Le bâtiment, il est construit d'une manière, il est conçu d'une manière assez simple. Ce sont en fait des coffres de salles d'exposition qui sont mis l'un sur l'autre et toujours tournés un peu, ainsi qu'il y a un espace interstitiel entre les deux, qui est un grand escalier qui mène au toit, un grand escalier qui est toujours accessible, qui est gratuitement accessible. En été jusqu'à minuit, on peut aller en haut. C'est un escalier qui est aussi articulé comme un espace public. Donc il y a une sorte d'excavation dans la masse du musée. Voilà, il y a la masse qui fait les traits d'union, le redéveloppement de l'Eilandsche, elle est commencée à la côté du centre-ville, au sud, et elle monte graduellement vers le nord. Ici, il y a 6 tours résidentielles. Les 2 premiers sont par les architectes suisses, Diener et Diener. Il y a beaucoup d'autres petits projets dans l'Eilandsche. Le redéveloppement de l'Eilandsche, ça ne va pas tellement vite. Dans l'époque, ici en Anvers, si on se comparait avec l'Hollande, l'Allemagne ou par exemple les Docklands à Londres, là-bas, ça s'enfonçait beaucoup plus mieux. Donc on était un peu jaloux, on était frustrés, on pensait que c'était à cause de nous, etc. La raison pour laquelle ça va beaucoup plus lent chez nous, c'est parce qu'en Belgique, il y a une très importante fragmentation des propriétés de sol. Donc, plus que 70% des gens sont propriétaires de la maison dans laquelle ils habitent. Ça veut dire qu'un îlot urbain comme celle-ci se compose d'une centaine de propriétaires différents, ainsi que ce n'est jamais possible, bien sûr, de faire une sorte de rénovation urbaine à l'hollandaise où on démolit un îlot entier pour y construire un nouveau projet. Chez nous, à cause de cette fragmentation, le marché s'est organisé d'une manière beaucoup plus petite échelle. C'est la raison pour laquelle on va plus lentement et on avance petit à petit. Maintenant, bien sûr, on comprend que ce n'est pas un défaut, mais que c'est une richesse. C'est, comme je vous ai déjà raconté, on n'a pas la crise immobilière chez nous d'une manière comparable que dans d'autres pays. On avance toujours, et je pense qu'il y a d'autres avantages de cette approche ou de cette lenteur, de cet urbanisme lent. C'est qu'on a l'opportunité d'apprendre de ses propres défauts, de ses propres fautes. Et en fait, c'est vraiment comme ça. Dans le développement des différentes parties de l'Eilandsche, on s'est vu, ah oui, c'est pas tellement bon, la prochaine fois, on va le faire d'une autre manière. Donc, très graduellement, on peut affiner son approche d'urbanisme et l'améliorer toujours encore. Je pense aussi que le résultat final, il est plus riche au lieu de faire un quartier d'urbanité instant, de le faire assez vite, car maintenant on intègre de l'architecture existante. Il y a une architecture très variée, car ce sont des promoteurs différents qui importent chaque fois leur propre architecte. Il y a des changements et des variations qui sont inclus dans le plan d'une manière très spontanée, très organique, très authentique. Je pense vraiment avec cette approche lente, on sera plus tard, on aura une ville ou un quartier plus riche, en fait, plus varié. Cette approche, on l'appelle maintenant, c'est le slow urbanism, comme le slow food.
y ait une cuisine de meilleure qualité, car on prend son temps. C'est cette idée qui est centrale. Par exemple, ici, il y aura une série de 6 tours. Si on aurait commandé les 6 tours en même temps, ça serait bon, mais je ne sais pas. Mais maintenant, avec les différents architectes, moi comme Baumeister, j'ai toujours une discussion assez intéressante et assez sophistiquée de comment s'opposer et se relater, mais bien sûr toujours dans une sorte d'harmonie générale, avec les tours déjà existantes. C'est un urbanisme d'accumulation au lieu d'un urbanisme instant. Ça, ce sont quelques autres projets sur la Lange. Il y aura en septembre un nouveau musée sur l'immigration, le Red Star Line. Un musée, donc le Red Star Line, c'est le nom des bateaux qui ont fait emporter les immigrants vers l'Amérique. Et le musée est fait par le même architecte qui ont fait l'autre bout de ce trajet, le musée d'immigration sur Ellis Island à New York. Au bout du Kattenek Dock, il y aura le nouveau siège du port, un bâtiment martin-azite, spectaculaire bien sûr, sinon ce ne serait pas un bâtiment martin-azite. Mais on va faire aussi autre chose. Bien sûr, ici, au niveau des quais, etc., il y a beaucoup d'appartements assez chers et des lofts, etc. On a constaté que la composition sociale de la Lange devenait déséquilibrée. Donc ici, dans ce quartier, qui est pour la plupart dans la propriété de la ville, on va faire un quartier normal, un quartier avec beaucoup d'appartements et beaucoup de maisons individuelles avec des jardins, etc. Un quartier pour les familles, un quartier aussi où on va corriger la composition sociale en fait, des logements. On va obliger 25% de logement social, puis 50% de logements abordables, et puis 25% de logements, on appelle ça résidentiel, mais c'est parce que c'est, en fait, il faudrait dire logement cher, logement pour les riches. On n'a pas de mots pour ça. Et ainsi, on espère que la Lange deviendra de nouveau une sorte de vrai quartier de la ville, un quartier mixte. Deuxièmement, dans cet espace primordial, il y a les quais. Les quais, c'est vraiment le front bâti, c'est le visage de la ville vis-à-vis de l'ESCO. Ils sont comme ça maintenant, un terrain vague. On a vraiment besoin là d'un réaménagement de l'espace public. On a une occasion maintenant, c'est le climate change. Le risque d'inondation à Anvers est devenu plus importante. On a déjà sur les quais une sorte de barrière contre les inondations, c'est-à-dire un mur de 1,35 m. Selon les prognoses, il faudrait l'augmenter d'1 mètre encore. Si on laisse faire les ingénieurs qui ont fait ça dans les années 70, ce serait bien sûr un mur berlinois sur les quais. Personne ne veut ça, ni les ingénieurs, ils ont évolué aussi. Et ainsi, on a organisé un concours, intégrer la nécessité d'une nouvelle protection contre les inondations avec le réaménagement de l'espace public des quais. C'est un paysagiste portugais, João Nunes, du bureau Proac, qui a fait beaucoup de projets à Lisbonne et Porto, qui a gagné le concours et qui nous a donné en fait une sorte de catalogue de solutions. Donc, chaque fois, ici, c'est la ville, le front
fond de la ville. Là, c'est l'ESCO. La situation normale, sèche, et la situation inondée. Donc, on pouvait faire, bien sûr, une sorte de digue classique près de la ville, où on peut faire une digue plus étendue, qui intègre aussi une sorte de barrière mobile, qui est bien sûr, du point de vue de l'espace, de la qualité de l'espace, la meilleure, mais qui est aussi la plus chère. Donc on ne peut pas faire partout. On peut intégrer une sorte de garage en souterrain, ou dans les parties où il n'y a pas encore de front bâti, on peut étendre la pente d'une manière très douce afin qu'elle ne s'expérience pas tellement, ou on peut en fait l'optimiser comme idée de manière très précise et très exacte sur une place. On peut l'intégrer dans un nouveau bâtiment sur les quais. Puis on a divisé toute la longueur des quais dans des zones de caractéristiques différentes, et on propose ainsi du catalogue, parce qu'on ne peut pas faire un master plan, c'est un projet qui va durer des années, et ça ne vaut pas la peine de faire un plan précis qui décide déjà toutes les solutions partout, mais on a fait une relation entre ces zones de caractéristiques différentes et les différents éléments du catalogue. Puis la première partie, elle est prête pour la réalisation. C'est une partie au-dessus de la ville. Il y aura une sorte de digue, mais une digue fragmentée, aussi pour accommoder les traversées piétonnières d'une manière plus facile. Le côté de la ville, ce sera un espace public assez conventionnel, tradition avec espace de jeu, etc., avec beaucoup d'arbres, très conventionnels en fait. Mais sur le quai, on va garder cet aspect assez brut, assez vide, pas d'arbres, pas de terrasse, assez dur. C'est ça que nous aimions, les urbanistes et les architectes, mais c'est ça que, apparemment, on a fait des enquêtes chez les Anversois, que les Anversois eux-mêmes aimaient aussi. Nous ont dit, s'il vous plaît, ne faites pas du Disney sur les quais. Gardez cet effet de terrain vague, car on aime bien, si on est dans la ville, de mettre quelque part et soudainement de se trouver en dehors de la ville, en dehors du bus, des magasins et des terrasses et des cafés, et d'être là sur les quais, seul, avec des longues perspectives, de voir l'ESCO, de sentir la grande échelle. S'il vous plaît, gardez ce sentiment-là du terrain vague sur les quais. Et c'est ça qu'on va faire. On va récupérer les casseines, etc., ce qui se trouve sur le sol, vraiment pour tenter de garder cette atmosphère. Mais ce n'est pas facile de faire la planification de l'informel. De formaliser l'informel, ce n'est pas facile. Et voilà. Au sud de la ville, un dernier projet, mais beaucoup plus court, mais vraiment pour vous montrer que dans la structure plane, ça c'est l'espace primordial, et bien, dans la réalité, on est en train de travailler là. On est en train de lancer des projets là pour réaliser en fait les ambitions de structure plane. Dans le sud de la ville, on va faire un nouveau quartier mixte en fait, assez beaucoup résidentiels, ça veut dire 5 000 habitants, mais aussi d'autres fonctions comme des bureaux, etc. Un quartier qui est en propriété privée, donc on collabore avec un commanditaire privé, mais on verra en collaboration intense. Le master plan a été dessiné par Bernard Rossetti et Paolo Arrigona, de nouveau. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du concours Satanuström, le plan par Toyo Ito, c'est le même site, avec les bars.
eh bien, c'est toujours la même idée qui est dans le plan. Ça veut dire que la structure du quartier, elle est perpendiculaire sur le fleuve. Donc le but, c'est de donner à tous les gens dans le quartier le sentiment d'être dans un quartier au long du fleuve. Ça veut dire, si on quitte sa maison, on est dans la rue qui a une perspective sur le fleuve, sur l'espace ouvert en dessus du fleuve. Ce qu'on veut éviter ici, c'est d'avoir une sorte de bordure dorée sur la première rangée et puis dans le ventre un quartier assez banal ou normal. C'est ça que j'aime aussi beaucoup à Anvers, c'est une idée du Toyonito de 89, ça fait plus de 20 ans maintenant, est toujours vivant quelque part dans cette pensée urbanistique de la ville et ressort maintenant dans un plan d'un autre star international, Seki Vigano, qui font l'incorporation du même idée. Je voudrais finir avec tout à fait quelque autre chose. Car je pense dans l'approche anversoise, on fait des grands projets, mais en même temps, on sait qu'on a besoin de beaucoup de petits projets aussi. Et ça, c'est un bel exemple de cette approche complémentaire. Vespa, c'est la société immobilière de la ville. Partout un peu dans la ville, Vespa, elle achète des maisons en déclin, des maisons délabrées ou des parcelles vides. C'est le genre de maisons qui ne sont pas voulues par le marché immobilier professionnel, car c'est dans des quartiers difficiles, des quartiers d'immigrants, où c'est sur des coins. Les promoteurs n'aiment pas les coins, car on ne peut pas faire un plan standard, il faut le penser, ils ne pensent pas toujours. Mais donc, la ville où Vespa, elle achète ce genre de maison, une maison individuelle, l'élément élémentaire de l'urbanisme en Belgique. On fait une démolition ou une rénovation, on a une nouvelle maison, et la nouvelle maison, elle est vendue sur le marché à des prix concurrentiels. Et on a besoin de 10 à 20% de subsides pour faire la différence. Et ça veut dire que c'est un fonds roulant qu'on peut toujours continuer, car on achète et on vend, avec pas tellement beaucoup d'argent. Ça serait différent si on tient les maisons dans notre portefeuille. Ainsi, un peu partout dans la ville, ici c'est une rénovation sur un point, on montre, ce sont aussi des projets phares. On montre aux autres architectes et aux promoteurs privés ce qu'on pouvait faire. Ici, c'était une parcelle vide et on a construit une maison avec un espace pour des professions libérales, ce qui est assez rare de trouver dans la ville, dans des bâtiments nouveaux. Donc ici, c'est l'échelle un peu plus grande. On a gardé la maison en coin, on a ajouté deux parties et on a travaillé sur un peu d'innovation de typologie avec un cours d'intérieur où il y a des accès pour les différentes maisons. Donc ce qui est pour moi très intéressant, c'est d'abord, il s'agit d'une approche ou d'un élément complémentaire au grand projet. On a besoin de grands projets dans la ville, on a besoin d'un structure plane, mais je pense vraiment aussi qu'on a besoin de beaucoup de petits projets. Les métamorphoses dans les quartiers des maisons Vespa, ils sont souvent assez importantes, car ça veut dire que dans les quartiers difficiles, il y a un nouveau type d'habitants qui viennent habiter là. Il y a une sorte de stimulation des autres gens dans la rue de rénover sa propre maison aussi. C'est vraiment, on peut le comparer avec une sorte d'acupuncture urbaine. Et deuxièmement, pour moi c'est très intéressant car on réalise ces maisons par moyen des concours d'architecture qui sont réservés à des jeunes architectes. Donc on offre aux jeunes architectes la possibilité de faire grandir leur pratique
Bien sûr, on sait aussi que c'est un type de projet que peut-être les grands bureaux d'architecture ne sont plus intéressés, mais parce que ça prend du temps, etc. Et ainsi, on profite encore de l'enthousiasme et de l'esprit innovateur des jeunes bureaux pour trouver des typologies nouvelles ici pour les maisons. Voilà, les défis pour les années prochaines à Anvers, en fait, c'est que la ville croît. Donc, Anvers n'est pas une ville in shrinking city. Selon les prognoses démographiques, vers 2030, on aura 100 000 habitants en plus, ça veut dire un taux de croissance de 20%. C'est beaucoup. C'est immense en fait. Peut-être que vous pensez la même chose des prognoses que moi. C'est vrai, ils se sont trompés. Les 10 années passées, les prognoses étaient fausses, ils se sont trompés. Le taux de croissance a été plus haute. Donc, nous sommes forcés vraiment de prendre au sérieux les prognoses démographiques maintenant. Je pense, avec 20% d'habitants en plus, il faudra faire autre chose que faire la même chose. Ça veut dire la rénovation de la ville intérieure, des quartiers 19e siècle et du centre-ville. C'est ça qu'on a fait les 10 années passées. Et là, on a un certain savoir-faire de faire. Mais je pense que le centre il est plein, il faut faire autre chose. Ça veut dire qu'il faudra regarder dans cette ville diffuse qui existe à Anvers aussi et qui existe aussi en dehors du territoire administratif d'Anvers. Donc les friches urbaines, les communes voisines, les faubourgs, le tissu périurbain et la communauté urbaine. Donc c'est ça qui est notre défi, je crois, c'est faire la rénovation urbaine de cette partie-ci de la ville. C'est les quartiers qui datent du XXe siècle et c'est ça pour nous le défi pour les années à venir.